Sondage, fausse-t-il les élections? Les journalistes leur donnent-ils trop d'importance? C'est notre débat avec le sociologue Patrick Champagne. Bonjour. Bonjour. Vous publiez La double dépendance aux éditions Raison d'agir. Face à vous, Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous présidez la société d'études et de conseils Pollingvox. Je voudrais démarrer sur ce sondage publié la semaine dernière dans Le Parisien aujourd'hui en France, également en partenariat avec BFM TV. Ce que tout le monde a retenu, c'est François Hollande battu par Marine Le Pen au second tour de la présidentielle à un an de l'élection, ce qui était assez absurde parce que de toute façon, dans le même sondage, on voyait que François Hollande ne se qualifiait pas pour le second tour. Quel sens ça a, un sondage comme celui-là, Patrick Champagne? Je pense que ça a un sens surtout pour les journalistes. C'est-à-dire que ça leur permet de constituer la campagne électorale sur un mode de course de petits chevaux où on regarde quels commentaires faire quand il y a plus 2, moins 1, 3-2, etc. Et puis ça leur permet aussi de faire de la politique sous le couvert des sondages. C'est-à-dire quand on veut dézinguer, comme on dit, le président, on fait un sondage et ensuite on va mettre le sondage en avant au lieu de discuter sur le fond. C'est-à-dire que ça exonère Pendant ce temps-là, les journalistes ne parlent pas du fond, des idées, de la campagne. Je pense que l'introduction des sondages dans le milieu médiatique a été en grande partie une manière de faire de la politique sans le dire, en faisant de la politique apparemment au nom de données objectives et indiscutables que sont les enquêtes d'opinion. Or, il faudrait revenir, enfin on pourra en discuter, mais... Pourquoi faire de la politique sans le dire? C'est-à-dire dire des choses négatives d'un homme politique, non pas personnellement ce que j'en pense, mais ce que pense l'opinion. En se cachant derrière l'opinion. En se cachant derrière l'opinion. Bien compris. Jérôme Sainte-Marie, on ne veut pas vous priver de travail, hein, évidemment, mais ça sert à quoi un sondage à un an d'une présidentielle? Notamment ce sondage. On écoutait notre confrère du Parisien aujourd'hui en France dire on a bien mis hypothèse, c'est une photographie de l'opinion à un an. Sauf que tout le monde le lit en se projetant et en disant Hollande battu. Alors moi, je ne dirais pas que c'est une photographie. Je vais être un peu différent du reste de la profession, peut-être là-dessus, dans la mesure où ce n'est pas exactement des intentions de vote que l'on recueille actuellement. C'est des préférences de vote. Évidemment, les gens savent très bien, les interviewer eux-mêmes, que ce n'était pas des intentions de vote, puisqu'on leur propose plusieurs hypothèses, puisque, comme on le sait, l'offre politique n'est pas encore fixée. Il y a une différence de nature donc radicale entre les sondages qui sont faits après la limite de dépose des candidatures, donc lors de la campagne réellement à proprement parler, et celles qui sont faites aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu un sondage, vous savez, fait par l'IFOP il y a 1 an et demi, qui montrait déjà que François Hollande, dans un second tour tout à fait hypothétique face à Marine Le Pen, serait battu. Je trouve ça extrêmement intéressant. L'objectif, c'est quoi? C'est de vendre du papier, là. C'est gagnant-gagnant pour l'Institut de sondage, en l'occurrence Odoxa, tiens voilà, je l'ai cité, encore un coup de pub, et puis Le Parisien aujourd'hui en France et BFM TV, ça fait parler de... Alors, tendanciellement, une des raisons fondamentales pour lesquelles les médias commandent des sondages, c'est pas seulement le contenu éditorial, l'information que ça donne, mais bien sûr, comme on dit désormais, le buzz que ça produit. Et donc, c'est une forme de publicité à la fois pour l'Institut et pour le média. Avec un petit effet pervers. C'est toujours fait. Alors, on oublie la marge d'erreur parce que ça permet de faire un meilleur titre. C'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où, au contraire, désormais, on publie cette marge d'erreur qui n'est pas adaptée au sondage par quota, mais au sondage aléatoire. Mais enfin, disons, c'est une forme de garde-fou. Vous savez, l'opinion en général, et les journalistes en particulier, maintenant, sont quand même très informés sur les limites de cet instrument. Il y a eu un certain nombre de péripéties, on pense à 2002, mais il y a effectivement eu 95, par exemple, qui a été un gros raté pour les instituts. Il devrait y en avoir moins, sauf qu'en fait, il y en a de plus en plus. Donc on n'a pas vraiment pris de distance par rapport au sondage. Oui, parce qu'en réalité, il y a de plus en plus d'instituts d'études, notamment parce que justement, on travaille de plus en plus par Internet, et donc c'est, globalement, pour dire les choses clairement, c'est moins cher à réaliser. Ça coûte combien ? C'est une question de sondage, c'est de l'ordre de 500 € à peu près, une question qui est posée d'un omnibus. Voilà. Une question. Patrick Champagne, l'une des questions qu'on pose, c'est les sondages peuvent-ils fausser une élection? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le problème est un tout petit peu compliqué. D'abord, il y a une première chose, c'est est-ce que demander pour qui allez-vous voter à 1 an d'une élection et à 3 semaines ou à 15 jours, c'est la même question. C'est pas du tout la même question. J'allais dire, c'est pas non plus le même échantillon. Parce que à 1 an d'une élection, le nombre de non-réponses est énorme. Parce que tout simplement, c'est pas le moment, parce que les gens n'ont pas encore d'opinion, parce que les gens attendent la campagne, etc. Et donc, on a en fait affaire à des gens qui sont mobilisés politiquement et qui vont donner leur opinion et qui ne reflètent pas du tout ce que donnera la campagne électorale réelle. Bon. Donc, je sais bien que ça peut paraître paradoxal pour un journaliste qu'une même question, selon qu'elle est posée à 1 an ou à 3 semaines, n'est pas la même question. Donc, à 1 an,
qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque? Peut-être que finalement, ça fausse l'élection en favorisant tel ou tel candidat. Alors, le problème de fausser l'élection... Là, en ce moment, ce sont des candidats qui naissent pour la présidentielle, pour les primaires. Ouais. Et les sondages poussent tel ou tel candidat. Là, il y a une option de type politique à prendre, qui est la suivante. C'est est-il nécessaire ou est-il acceptable que des informations sur une tendance électorale qui est en train de se dessiner soient disponibles, j'allais dire, aux électeurs? Il y a quelques années de cela, quand il y avait encore une interdiction de réaliser des sondages à une semaine, c'est-à-dire on autorisait avant, mais à une semaine au moment de l'élection, il y avait une espèce de philosophie de l'isoloir qui était il ne faut pas troubler les gens. Alors que c'est peut-être le meilleur moment pour avoir des... Alors j'avais proposé de faire l'inverse, c'est-à-dire d'interdire Tout avant. avant, parce que c'est des sondages pipeaux, Ouais. et de donner la dernière semaine où là ça devient sérieux, une information disponible pour tous les citoyens pour se déterminer. Mais Mazarine Pajot. est-ce qu'un sondage peut être performatif? Est-ce qu'il peut créer du vote? Est-ce qu'il peut avoir une action? Parce qu'on dit c'est une photographie, on dit voilà, ça correspond à tel moment, etc. Mais est-ce qu'il peut avoir une action réelle sur... c'est-à-dire que, par exemple, si on avait su en 2002, juste avant l'élection, que effectivement Le Pen pouvait passer devant, est-ce que tout à coup, tous les abstentionnistes ne seraient pas partis en courant pour aller voter? Jérôme Sainte-Marie. est-ce que ça... Alors bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre, si vous voulez, entre l'opinion et elle-même en quelque sorte. Parce qu'un sondage, quand on parle de sondage, c'est pas un truc qui est écrit par un sondeur. C'est quand même la question est écrite, mais ensuite la réponse est recueillie et de manière objective. Enfin, c'est quelque chose, on peut le contester, mais en tout cas, L'interprétation de la réponse. voilà. Alors après, vous avez forcément des interactions. On va prendre le sondage, par exemple, sur François Hollande et Marine Le Pen. Moi, je trouve que ce sondage est très intéressant. Non pas comme un pronostic. On sait bien que s'il y avait une campagne électorale, ce qu'on dit aux gens, si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui auriez-vous voté? Les gens savent très bien qu'ils nous répondent qu'il n'y a pas eu de campagne et que donc c'est pas dimanche prochain. Mais quand même, le fait qu'on ait aujourd'hui, de manière répétée et dans plusieurs instituts, eh bien, plus de la moitié des Français qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen contre François Hollande, c'est une information politique extrêmement intéressante. Et quand on regarde le détail, voir d'où viennent ces votes, etc., c'est tout à fait intéressant. Mais bien sûr que ce sondage-là a une interaction. Bien sûr que ça contribue de fait à décrédibiliser encore davantage François Hollande. Ça produit des effets, mais ça produit des effets parce que, de fait, il est décrédibilisé dans l'opinion. Peut-être que ça amplifie le phénomène. Oui, enfin non, je veux dire, c'est contradictoire de dire on fait une photographie, mais que cette photographie va agir, quoi, va donner lieu à un vote. Vous savez, toute information en sciences sociales produit généralement un effet sur la chose observée. Oui, mais raison pour laquelle, on revient à ce que vous disiez, faire des sondages, c'est faire de la politique, quoi, en fait. La seule question, c'est est-ce que cette information sera connue par tous, ou bien elle sera connue uniquement par le pouvoir en place? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, cette information, elle est connue par tous, les gens peuvent jouer avec ça. Et d'une certaine manière, on sait très bien que si avant le 21 avril, les sondages qui là se sont trompés, très clairement, s'ils avaient annoncé un écart plus serré entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin, voire même le résultat fini, probablement ces sondages auraient été démentis par la réalité, c'est-à-dire que les gens se seraient mobilisés pour empêcher une telle issue. Peut-on réformer la fabrication des enquêtes d'opinion? Le sénateur Les Républicains Hugues Portelli en doutait, c'était il y a 3 semaines, devant la commission de transparence des sondages. Ceux qui gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite, à partir du moment où ils sont au pouvoir, ils n'ont plus du tout envie qu'on réglemente les sondages. Parce qu'ils sont trop liés avec les instituts, ils les font trop vivre avec leurs moyens gouvernementaux, et voire même illégalement, parfois de temps en temps pour certains d'eux, pour que, eh bien, on ose toucher au magot des instituts de sondage. On ose se poser la question de savoir comment ils fabriquent leurs résultats. Quelles sont les recettes de cuisine qui permettent de fabriquer leurs quotas. Alors, il nous reste malheureusement assez peu de temps. Une réaction sur ce thème, Jérôme Sainte-Marie. Vos premiers clients sont les hommes politiques? Non, absolument pas. Pour les instituts, le politique représente à peu près 5% du chiffre d'affaires et les sondages publiés doivent représenter moins de 1% du chiffre d'affaires. Donc ce que dit Hugues Portelli, on vient d'entendre, c'est quoi? Hugues Portelli n'est pas tout à fait exact. D'ailleurs, tout le monde connaît parfaitement la manière dont on fait les quotas et désormais, il y a la commission des sondages qui a été créée en 1977 mais qui prend de plus en plus d'importance, qui permet à ceux qui sont intéressés par justement les pondérations, etc., de savoir comment les instituts ont travaillé. Patrick Champagne, à vous le dernier mot. Si vous pouviez réformer le système de fabrication des sondages aujourd'hui, vous feriez quoi? La meilleure réforme, c'est de former les journalistes pour comprendre ce qu'ils font avec les sondages.
C'est-à-dire, c'est plutôt une éducation des journalistes, éventuellement des politiques, mais manifestement, les politiques, même quand entre guillemets, quand ils se sont plantés dans l'interprétation des enquêtes qui ne sont pas publiées, d'ailleurs, qui les concernent, ils recommencent, si je puis dire, à l'élection d'après, parce qu'il y a eu d'abord Raymond Barre, on a oublié celui-là, en 88, qui s'est présenté au vu des sondages. Bon, et qui n'a pas été au deuxième tour. Ensuite, ça a été Balladur. Ensuite, ça a été Jospin. Ensuite, ça a été, y compris même pour Hollande, qui est parti très bas. Très tôt aussi. Très bas et très tôt, oui. On termine là-dessus. Merci beaucoup.